Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bienvenue, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Donc on est mi-octobre. Alors je viens tout juste de rentrer d'un week-end que j'ai passé à Paris avec mon copain. Donc je suis un petit peu fatiguée et surtout ma voix est... voilà, à force de hurler par-dessus la circulation pour essayer de me faire entendre, voilà, c'est fatigué. Donc je m'excuse si vous sentez que ça part un petit peu. J'ai bu ma petite tisane, donc a priori ça devrait aller. Mais voilà, donc je vous tourne cet épisode maintenant, voilà. Alors que je viens tout juste de rentrer. Il fait pas beau, donc je m'excuse un petit peu de la lumière. Pas terrible, mais voilà. J'ai quelques projets à vous montrer. Pas beaucoup parce qu'en fait voilà, j'ai des projets qui sont en cours de test. J'ai moi-même fait des tests pour d'autres créateurs dont j'attends la sortie en fait pour vous les montrer finis. Mais voilà, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. J'ai une annonce de patron que je viens de publier sur Ravelry, un nouveau modèle. J'ai un nouvel en cours, un nouveau design en cours, deux en fait. Et vous voyez que je suis un petit peu perturbée. Hein. Il suffit de sortir de son environnement naturel pendant 4 jours et ça y est, on est paumé. Mais voilà, j'aurai 2 en cours et je voudrais vous parler de 2 livres tricot aussi. Donc un qui date un petit peu, mais je me rends compte que j'en avais jamais parlé sur le podcast, donc je vais le faire, et celui-ci, donc j'en parlerai à la fin du podcast. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais, avant de commencer le podcast, vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma page Patreon. Du coup, donc si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, allez y jeter un œil, j'y explique tout. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier de vos retours, pas seulement des gens qui sont venus me soutenir sur Patreon, qui ont été beaucoup, beaucoup trop. Bien évidemment, merci énormément à vous, mais aussi j'ai été très contente de pouvoir échanger avec d'autres personnes, que ce soit sur le système Patreon ou sur d'autres choses suite à l'ouverture de ma page. Donc voilà, merci énormément pour vos gentils retours et vos commentaires. Je suis ravie de m'être lancée sur Patreon et d'avoir de nouvelles choses à partager là-bas. Et voilà. J'en parlerai pas forcément de manière régulière sur le podcast, une fois par mois environ. Disons qu'au début du mois, j'évoquerai en fait le thème de la vidéo que je posterai sur Patreon, puisque chaque mois j'y posterai donc une vidéo de discussion sur une technique, je ferai un vlog sur un de mes designs, voilà, des choses comme ça. Et donc ici sur le podcast, je dirai juste, je pense, une fois en début de mois, je vous dirai donc le thème de la vidéo du mois. Mais voilà, donc vous entendrez pas forcément beaucoup parler de Patreon ici, maintenant que la chose est lancée. Voilà, donc je vais me lancer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes patrons sur Ravelry et du coup ma page Patreon maintenant. Vous avez aussi le lien de la playlist pour tous mes épisodes de podcast YouTube en français. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il est possible que j'en sois interrompue par des chiens, puisqu'ils ne dorment pas très loin, mais voilà, parfois ils se réveillent et ils viennent curieux vérifier pourquoi est-ce que la folle elle parle toute seule. Mais voilà. Donc, je commence déjà à partir dans tous les sens. Allez, on se concentre. Et on fait étape par étape. Et la première étape de ce podcast, c'est la publication d'un nouveau modèle sur Ravelry, donc que je porte. Je vais me soulever bientôt pour vous montrer. Donc un petit peu d'histoire autour de ce modèle. Je pense que vous avez compris, je me suis retrouvée avec
beaucoup de laine dans des tons roses, vieux rose, rose grisé, un petit peu plus ou moins violet, des choses comme ça. Et complètement par hasard, en fait c'est parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Et du coup j'ai vraiment, je me suis retrouvée, j'ai acheté 4, je réfléchis, oui, tout acheté, j'ai acheté 4 quantités pulls. Non, pas tout acheté, mais presque. 4 quantités pulls en vieux rose. Et évidemment, j'ai toutes eu envie de les faire là maintenant tout de suite. Donc, c'était tellement ridicule que j'ai décidé qu'on allait faire comme si c'était fait exprès. Et du coup, j'ai une petite collection de vêtements à vous proposer pour les 4 mois à venir. Donc ce sera 4 vêtements, 3 pulls et un gilet, tricotés dans des liens vieux roses, et ce sont à chaque fois des vêtements texturés. Donc puisque du coup ça fait, voilà, c'est une thématique générale, c'est qu'ils ont tous voilà, un élément de texture sur eux en fait, et voilà, du coup je trouvais que ça faisait une petite collection sympa, assez qui allait bien ensemble, je trouvais ça chouette, et donc je vais les publier au rythme d'un par mois. Donc on commence en octobre, les 2 prochains sont prêts, sont en cours de test, et je vais vous montrer le 4e du coup qui est un de mes en cours. Mais voilà, donc ce sera ma petite collection que je nomme un peu, sans vraiment la nommer, Study in Pink. Donc l'étude... c'est quoi le titre en français? L'étude rose? Je ne sais plus. Bref, qui est le titre du tout premier épisode de la série Sherlock, et qui est un peu un jeu de mots sur A Study in Scarlet, qui est le vrai titre du roman d'Arthur Conan Doyle. Voilà. J'aime beaucoup la série Sherlock, hein, on attend toujours. Hein. Je sais pas si un jour on aura une suite, mais voilà. Mais comme tous les vêtements étaient roses, je trouvais que c'était intéressant. Voilà. Tous ces patrons sont aussi accompagnés d'une illustration, puisque c'est quelque chose que j'avais en tête du coup quand je me suis retrouvée avec cette collection qui fonctionne vraiment bien ensemble, de par la couleur, de par le fait que ce soit tous des textures. Et j'ai décidé aussi de tous les appeler avec des mots qui commencent en C. Pourquoi C, je ne sais pas, j'aurais pu choisir R puisque du coup ça aurait été rose. On va pas faire comme si... C'est parce que du coup comme ça s'appelle Study in Pink, et ben c'est comme Conan Doyle, voilà. On trouve toujours une explication fumeuse après coup. C'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, ayant fait des études forcément plutôt littéraires dans les humanités, c'est toujours assez intéressant comme, surtout à bas niveau, au niveau collège ou lycée, l'idée qu'on se fait des études de littérature, c'est on essaie d'analyser et de trouver des raisons à pourquoi est-ce que l'auteur il avait ça, alors que c'est pas... Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça qui est intéressant dans les études littéraires. Mais oui, du coup, on se retrouve souvent avec des explications fumeuses, avec des liens et des connexions et des choses qui juste sont pur hasard et pas du tout, vraiment 99% pas du tout quelque chose de planifié. Mais on arrive toujours à trouver des liens et des connexions alors qu'au départ, il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est comme... On va faire encore une fois comme si c'était fait exprès. Et donc tous les patrons, les noms des patrons commencent par la lettre C parce que Arthur Conan Doyle, et voilà. Faites comme si, hein, voilà. Partagez le mot, on va faire, voilà, dans le podcast ici on va être un petit microcosme de gens qui savent que c'est complètement une fumisterie sans nom, mais faites comme si c'était pas le cas et que c'était parfaitement organisé et fait exprès. Mais voilà. Et donc j'avais cette collection, je vais y arriver, j'avais cette collection. Et je pensais à demander à quelqu'un de faire des dessins en rapport pour chaque modèle,
Mais voilà, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Moi, je ne sais pas dessiner, je sais rien faire. Ce n'est pas du tout mon... Alors, j'aime beaucoup l'acte. Ça m'arrive des fois de gribouiller. Je suis quelqu'un qui gribouille pas mal. Mais je n'ai pas du tout pris le temps de travailler d'éventuelles qualités de dessin. Donc il n'y en a pas. Mais du coup, voilà, je savais pas trop comment m'y prendre. Et si vous avez vu le dernier épisode, vous savez sans doute que je suis tombée sur le travail récemment de Charline. Donc Charline MZD Illustration sur Instagram. Donc qui est tricoteuse et qui est donc graphiste freelance aussi. Et qui propose souvent des dessins. Elle a fait des logos de quelques personnes, et des dessins techniques. Et elle fait de très 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 jolies illustrations sur le thème, autour du tricot, voilà, qui mettent en scène des tricots. Et je trouvais ça absolument sublime. Et du coup, je me suis dit, son univers fonctionne vraiment bien avec cette petite collection. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais l'embêter, je vais la contacter. Et du coup, on va travailler ensemble sur cette collection. Et j'aurai pour chaque patron une de ces illustrations sur laquelle elle a travaillé à vous montrer. Donc ces illustrations seront incluses dans le patron. Et je vous les montrerai aussi à chaque fois sur Instagram et ici. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Disons que voilà l'illustration en question pour le premier modèle de cette collection qui est maintenant disponible sur Ravelry. Donc je pense que vous l'avez vu puisque je vous l'ai montré sur Instagram et tout ça. Mais voilà, il s'agit du pull Kloska. Donc vous l'avez vu en version dessin et le voici en vrai. Donc le pull Kloska, donc qui veut dire coquille en occitan, comme une coquille d'œuf ou une coquille de noix, d'amande. Voilà. Et je pense que vous avez compris pourquoi, puisque c'est un petit pull en raglan qui se commence par le haut avec une encolure que moi je fais double. Voilà. Donc il y a un petit tuto pour vous montrer comment l'accrocher. Vous avez des petits détails texturés sur les lignes de raglan. Ce sont des côtes brisées qui se continuent. Donc c'est un raglan très simple qui donne un petit peu d'aisance positive. Les détails texturés qui se continuent ici sur le côté du corps. On finit par des côtes de 2. Alors le mien est cropped, mais évidemment les longueurs sont modifiables. Les petites manches aussi. Alors ce sont des manches courtes qui ont un revers, voilà, que vous pouvez aussi bien évidemment allonger. Vous pouvez voir les versions de mes testeuses. Certaines ont fait des manches longues, certaines ont fait des manches 3/4, très intéressantes. Donc avec ce petit revers, j'y reviendrai plus tard. Et le détail de ce pull, c'est vraiment ces bandes ici qui se nouent. Donc ce sont des bandes qu'on relève à la fin. Donc là, il y a là aussi une vidéo tutoriel pour vous montrer comment les relever. Et quelques indications pour savoir comment les placer pour qu'elles tombent bien sur votre taille, même si vous allongez le pull. Voilà, et donc ce sont des bandes, je les ai fait, voilà, qui sont tricotées aussi en côte brisée, avec un jeu de diminution qui est expliqué rang par rang, hein. Donc comme ça vous avez exactement la même forme que la mienne. Donc ils sont asymétriques, vous en avez une qui est plus grande de l'autre côté, pour que le nœud se place un petit peu de côté, voilà, qu'il ne soit pas pile au centre, mais le nœud va naturellement tomber un peu plus de côté. Et voilà. Donc les miennes, elles sont placées devant parce que je voulais exclusivement les nouer sur le devant comme ceci. Mais le patron contient juste des notes si vous préférez éventuellement les nouer derrière. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous, au lieu de relever pour les bandes ici sur le devant, vous relevez sur l'arrière. Vous avez la deuxième ligne de texture qui vous permet facilement de relever les manches de l'autre côté, les bandes de l'autre côté.
Soit vous les relevez où vous voulez et vous les tricotez un peu plus longues, ce qui vous permet d'avoir le choix en fait. Soit vous les attacherez sur le devant, soit vous les attacherez sur l'arrière comme ceci dans le dos. Sachant que si vous faites cela, forcément vous aurez l'envers des côtes brisées, un des deux côtés, mais moi je trouve que l'envers des côtes brisées c'est super joli. Voilà, donc là vous avez l'endroit qui est une texture un peu plus subtile, mais l'envers je le trouve vraiment très très joli aussi. Ça fait un petit peu plus des points. Voilà. Donc ce sont des petites idées de modification. Évidemment, voilà, comme je vous dis, au niveau de la longueur du corps, de la longueur des manches, tout est adaptable. Également au niveau du revers, puisque alors les manches sont prévues avec pas mal d'aisance pour que ça ne soit pas gênant et qu'on puisse facilement, vous voyez là j'ai une robe à manches 3/4, qu'on puisse facilement les porter avec quelque chose en dessous. Mais voilà, si jamais vous savez que vous avez généralement des soucis, au niveau du biceps, si vous n'êtes pas à l'aise, parce que ça fait quand même une surépaisseur en fait. Vous avez, je n'ai pas rentré les fils, hein, voilà. Vous avez en fait 3 niveaux de côte qui se replient 2 fois. Alors tout est expliqué dans le patron pour ce passage-là, pas à pas. Mais si jamais vous vous retrouvez avec une triple épaisseur, si jamais c'est pas quelque chose avec lequel vous serez très à l'aise, vous pouvez juste faire une finition toute simple en côte, ou les allonger, ou faire un revers double simplement aussi. Voilà, c'est très très facile à modifier, vraiment la base du pull, sa construction est plutôt simple et moi je l'aime beaucoup. Voilà. Que dire, donc il se tricote en laine DK. Donc moi j'ai tricoté une version hivernale, un petit peu pour le porter comme ça par-dessus des robes, par-dessus des chemises, des choses comme ça. J'ai utilisé la laine Tamar Lustre de Black Yarns, donc en épaisseur DK, sur leur coloris Kenzie, donc qui est ce vieux rose plus violine. Voilà, c'est le côté plus violet des 4 tonalités de vieux rose que j'aurai à vous montrer dans les mois prochains. Mais voilà, qui est un mélange de plein de fibres différentes. Il y a du Wensleydale, il me semble qu'il y a du BFL, enfin voilà, c'est une laine, c'est un mélange de laine britannique qui est très très intéressant, qui est pas forcément hyper douce. Si vous êtes sensible, vous sentirez, mais vous sentirez sans doute qu'elle est un petit peu rustique, mais moi je l'aime beaucoup, elle fait vraiment doudou. Elle a un côté dufteux qui est très très joli, une belle définition aussi sur des textures assez subtiles, et j'étais très contente de tricoter avec. Je la trouve vraiment super sympa et intéressante. Et donc ils ont une version fingering aussi, si jamais. Ils ont plein de jolis coloris. Black Yarns, et voilà. Mais j'imagine très bien une version avec une laine un peu plus légère pour une version estivale. Ça peut être un t-shirt d'été aussi, avec le petit nœud, c'est assez sympa. Genre comme un mélange avec du lin, du coton, des choses comme ça, ça peut être super intéressant. Et je pense que, je sais pas, j'ai un peu envie de me refaire une version estivale l'année prochaine. Donc on verra. Mais voilà, en attendant, c'est ma version plus cocon, plus pièce automnale. Donc voilà, le pull Kloska. Je pense que j'ai tout dit. Il y a une petite réduction pour la sortie, forcément, comme d'habitude. Donc vous avez moins 20% avec le code Kloska jusqu'à dimanche. Voilà, donc c'est le premier pull de ma collection. Donc le prochain sera en novembre, puis en décembre, et le dernier en janvier, si tout va bien. Mais voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Moi je l'aime beaucoup. Et vous n'hésitez pas à aller voir les versions de mes testeurs qui ont fait un panel de couleurs absolument sublime, qui ont fait plein de petites modifications
selon leurs préférences. Il y en a qui ont fait des versions plus longues, d'autres avec des manches longues comme je vous ai dit. Mais voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup, qui est super sympa à porter. Voilà, là je porte une robe en lin qui est super sympa à porter comme ça. Et qui est très très simple à tricoter. Comme je vous l'ai dit, c'est une construction qui est vraiment plus simple de mes raglans jusqu'ici. Donc voilà pour Kloska. Et je pense que j'en ai tout assez dit en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur Ravelry si ça vous intéresse et à regarder les versions de mes testeuses si vous avez envie d'un petit peu d'inspiration. Elles ont fait de très très jolies photos, certaines d'entre elles. Donc voilà. Donc il y en aura un par mois, voilà. Comme je vous l'ai dit, les 2 prochains sont là. Et je vais passer à mes encours et du coup vous montrer le 4e qui est en cours de création, qui est donc le gilet, puisque voilà, j'ai fait 3 pulls et il fallait bien que à un moment je fasse un gilet. Il faut que je fasse plus de gilets. J'ai pas mal de modèles prévus, mais c'est vrai que personnellement je porte plus de pulls, donc j'ai beaucoup de pulls sur Ravelry et notamment en cours de test, etc. Mais j'aime bien designer des gilets. Bizarrement, j'aime plus les designer que les porter. Parce qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec le fait d'avoir quelque chose d'ouvert au niveau de la symétrie. Enfin, je trouve que les formes de gilets sont plus versatiles que les formes de pull, puisqu'on peut avoir des choses avec des manches chauve-souris, voilà, des gilets type caftan, enfin voilà, des formes plus originales, plus intéressantes et qui sont moins gênantes que sur un pull, parce que si vous avez un pull avec une forme pas possible, c'est peut-être moins pratique à porter, alors que si c'est un gilet, vous pouvez plus facilement vous en servir comme de sorte de manteau, voilà, par-dessus, et donc on peut vraiment jouer sur des formes enveloppantes, des choses assez intéressantes. Donc il faut vraiment que je me mette à toutes ces idées de gilets. Et hop, en voici une. Donc ce sera le dernier modèle de ma collection Study Pink. Et donc ce sera un gilet avec une construction à épaules tombantes, un gilet ouvert qui a ce point texturé que j'adore. J'en suis absolument fan. Ça fait un effet vraiment moelleux, hyper intéressant. Ça a une base de point mousse en fait, mais ça a un petit peu plus de structure. Et j'aime vraiment le rendu. C'est hyper joli. C'est pas compliqué à tricoter. Et on retient facilement ce qu'on doit faire, puisqu'en fait c'est 2 rangs et 4 mailles. Donc c'est vraiment hyper instinctif à faire et je trouve ça vraiment très agréable. J'ai envie, il faut que je tourne une vidéo pour expliquer juste rapidement le point et surtout expliquer comment lire le tricot et ne pas forcément avoir besoin de lire les instructions, puisque en fait il y a pas mal de petits détails sur ce pull qui fait que les instructions pas à pas sont un peu longues et étranges, alors que en fait c'est très simple. C'est la première fois que je crée un modèle à épaules tombantes depuis le haut. J'en avais jamais fait, et parce qu'en fait je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu une appréhension sur les constructions épaules tombantes depuis le haut. Je sais pas, ça me j'en ai très peu tricoté aussi, et du coup je voyais pas trop comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on faisait en sorte que au niveau de l'encolure ça aille bien. Je sais pas, je m'en faisais une montagne je pense, alors que en fait c'est très simple, parce que du coup voilà, j'ai regardé des gilets que j'ai dans le commerce qui ont un petit peu cette construction, et je me suis dit mais en fait cette forme très très simple me plaît en fait, et c'est ça que je veux. Et du coup j'ai essayé voilà un petit peu de reconstituer comment ça pouvait marcher. Ça m'a pris un petit moment pour comprendre, mais au final c'est vraiment tout bête.
Donc j'ai juste monté, voilà, j'ai vraiment été minimaliste au niveau de la forme. Il me semble qu'il y a d'autres, qu'il y a des gilets, pas mal de modèles qui sont un petit peu sur ce même principe, mais j'en ai pas tricoté. Je pense que c'est un petit peu le même principe que le Like a Cloud, je crois, de Josie Locatelli, ce gilet qui est hyper populaire, qui est très très joli, avec un point un petit peu de côte. Je pense que c'est un petit peu le même principe. Vous me direz si vous l'avez tricoté. J'ai monté juste pour le dos. J'ai fait tout droit, j'ai pas fait de rond raccourci ou quoi que ce soit pour creuser le dos, puisque comme ça va être un gilet, et que je voulais que ce soit quelque chose d'un peu qui se tienne vraiment bien, je voulais qu'il tombe bien devant comme ça et qu'il reste assez serré en quelque sorte. Grâce au point qui est assez épais et qui a une très bonne tenue, j'ai vraiment envie que ça tombe bien devant. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait spécialement d'encolure spécifique, mais j'ai fait le dos, j'ai relevé pour les devants, et là vous voyez que j'ai rejoint et que je suis enfin en train de tricoter le corps. Donc tout le gilet sera sur ce point texturé. J'ai pas encore décidé pour les manches, ça va dépendre de est-ce que c'est agréable de tricoter ce point texturé en rond. Je l'ai fait, j'ai fait des petits tests et moi il n'y avait pas de souci, mais sur des manches je me pose la question, est-ce que ça va être aussi agréable que à plat, et parce que si c'est pénible je ferai autre chose, parce que c'est un point qui demande quand même pas mal de temps, pas trop, en fait c'est comme des côtes ou de la brioche, puisque ça demande juste de faire des allers-retours un petit peu avec le fil, mais c'est vraiment rien de compliqué, et en fait c'est moi qui ai un petit peu rendu les instructions compliquées avec mes obsessions de symétrie. Donc puisque vous allez voir, il y a des sortes de fausses coutures. Là vous avez au centre du dos, je pense que vous voyez, il y a deux mailles en droit qui séparent le dos au milieu, comme ça. Ça fait écho à l'endroit où j'ai relevé les mailles, en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu mon idée. Comprenez où je veux en venir. En fait, je voulais que les pans du gilet soient un peu quadrillés, en quelque sorte, et qu'on ait le point texturé au centre. Donc, voilà, vous avez, hop, là, ça fait comme un T, en fait. Là, vous avez le centre du dos, et là, vous avez les épaules. Où vous avez ces espèces de deux mailles, ou deux rangs, juste de mailles en droit toutes simples, qui font un petit peu comme un quadrillage. Et j'ai répété ce système, donc on voit pas encore très bien, mais sous les emmanchures vous aurez aussi ces fausses coutures. Voilà, j'avais envie qu'il y ait cet effet un petit peu structurel qui casse un petit peu le point texturé, que ce soit pas tout le temps, que ce soit pas toute la texture en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je trouvais que si je cassais pas les différentes parties du gilet, je trouvais que ça faisait un petit peu qu'il y avait moins de forme en quelque sorte. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'esprit. Mais du coup ça fait que moi j'avais envie que tout soit symétrique, et que là par exemple au niveau de la couture dos, donc comme je vous l'ai dit, le point se fait sur 4 mailles, et donc j'avais envie que ça reparte dans l'autre sens en fait, que ce soit que vous ayez le même, parce que vous voyez en fait le point se forme ces espèces de lignes verticales. Hop. Il faut vraiment que je fasse un tuto pour le patron pour expliquer ça. Justement, vous voyez, vous avez cette ligne là et cette ligne là. Voilà, ça fait, là vous avez les 4 mailles qui forment le point, et vous avez les deux lignes. Vous avez ici des fils qui courent un petit peu à l'horizontale, des petites boules de point mousse, et là vous avez cet aspect un petit peu de mailles, ce sont des mailles croisées en fait. Voilà, donc ça fait des lignes verticales, et j'avais envie que ce soit le même type de lignes qui partent de part et d'autre de l'arête centrale au dos. Pareil, j'avais envie que au niveau des deux devants, ce soit la même qui commence,
Et pareil, j'avais envie que au niveau de l'emmanchure sous le bras, que ce soit la même colonne qui parte des deux côtés. Donc, ce qui fait que ce n'est pas possible d'écrire les instructions et de répéter plusieurs fois la même chose. Puisqu'en fait, là, on fait un premier devant et on fait nos répétitions de 4 mailles et on finit 4 mailles pile. Mais là, en fait, disons que les 2 premières mailles du dos ne sont pas les mêmes que les 2 premières mailles du devant. En fait, ça correspond aux 2 dernières mailles. Donc à chaque fois, c'est les 2 mailles s'inversent. Si vous imaginez que, alors je vous ai dit c'est 4 mailles, voilà, ça fait des lignes de 4 mailles, et ben ça commence comme ça, comme ça, comme ça, mais à un moment ça fait ça. Voilà. Et ça fait que faire ça, en fait, sur les 4 parties du gilet, le devant, la moitié dos, la deuxième moitié dos et l'autre devant. Ça fait que s'inverser, et pour que ce soit symétrique. Parce que j'avais envie de vous embêter. Et de m'embêter moi-même, visiblement. C'est très simple à tricoter, en fait, puisque vous voyez, en fait, quand vous tricotez le point, vous voyez sur quelle colonne vous êtes. Voilà. Là, je sais par exemple que c'est la colonne, on va dire point mousse, colonne point mousse, colonne maille croisée, colonne point mousse, colonne maille croisée. Vous voyez pas forcément très bien, oula, vous voyez pas forcément très bien avec la lumière horrible que l'on a, mais voilà, je ferai un tuto où j'espère que ce sera un peu plus visible. Mais une fois qu'on a mis en place le point, en fait, au bout de 4-6 rangs, on voit les lignes se former et ça devient tout simple, en fait, puisque voilà, c'est vraiment comme un principe de côte. Et quand vous voyez que vous êtes sur telle colonne, bah vous faites cette colonne-là, etc. Donc c'est très simple, mais c'est juste que du coup les instructions sont longues puisque je peux pas tout répéter. Je peux pas dire, ben, on fait un devant et on le répète 4 fois. Puisque nous, en fait, on fait ça d'une certaine façon. Là, ça s'inverse. Là, ça s'inverse encore. Et là, ça s'inverse encore. Du coup, il a fallu que j'écrive toutes les parties au lieu d'en écrire juste une et de dire bah répétez ça 4 fois. Petit aparté sur les systèmes de répétition dans les patrons, puisque je me suis rendu compte au cours des tests que certaines personnes avaient un petit peu du mal avec ça. Alors c'est un système que j'ai vu le plus régulièrement et c'est celui qui je trouve est le plus logique. Quand vous avez des instructions dans un patron qui doivent être répétées jusqu'à la fin du rang par exemple, si vous faites des côtes et que le patron vous dit une maille en droit, une maille envers, répétez jusqu'à la fin du rang. Le code que moi je choisis d'utiliser, c'est dans le cas où le motif est presque sur tout le rang, des astérisques. En fait, quand les instructions vont être du type jusqu'à la fin du rang ou jusqu'à la dernière maille, les 2 dernières mailles, tout ça, j'utilise des astérisques puisque ce sont des répétitions très longues et que si vous faites des côtes par exemple, c'est plus facile de lire une maille en droit, une maille envers jusqu'à la dernière maille plutôt que de dire une maille en droit, une maille envers fois 75 parce que du coup vous êtes là à faire 75 et voilà, c'est pénible à compter. Voilà. Donc les astérix pour moi c'est les répétitions longues. Quand vous avez des répétitions en bloc plus courtes, là j'utilise des parenthèses. Par exemple, c'est le cas ici, sur un devant. Voilà, j'ai mon motif de 4 mailles et je vais dire répéter ce motif fois, je sais pas, fois 4 ou 3 ou 2. Enfin, voilà. Et là, j'utilise des parenthèses. Quand c'est vraiment des blocs à répéter un certain nombre de fois et qu'il est facile de le répéter comme ça. C'est aussi sur un raglan par exemple. Puisque essentiellement, quand vous faites un raglan, le devant du raglan, la première manche, le dos et la dernière manche, vous faites exactement la même chose en fait, puisque vous augmentez de la même façon. Donc en fait, il suffit d'écrire les instructions une fois et de dire x 4, donc 1, 2, 3, 4. Et 4, ça va, c'est facile à compter. Donc quand c'est des instructions en bloc,
je mets des parenthèses. Les crochets, maintenant pour moi les crochets c'est vraiment pour encadrer des instructions dans lesquelles il y a des répétitions. Par exemple, comment dire, imaginons un raglan, ok, donc il y a déjà ce système de 4 parties à répéter où on fait la même chose, tout simplement pour former le raglan. Imaginons que là j'ai un espèce de motif qui serait à répéter 2 fois. Imaginons là, voilà, j'ai deux torsades ou je ne sais quoi, ici au milieu. Je peux pas mettre toujours des parenthèses, puisque si je mets des parenthèses pour les instructions, les plus grandes instructions du raglan, et que je remets des parenthèses juste pour les torsades, c'est pas, ça ne représente pas le tricot, puisqu'on comprend bien que les petites torsades seraient à l'intérieur d'une des 4 parties. Et donc quand il y a quelque chose comme ça qui est à l'intérieur, là j'utilise des crochets pour la plus grosse répétition. Donc toujours sur notre exemple de raglan, là j'utiliserai des crochets pour dire x4, voilà, une répétition de raglan, j'ouvrirai un crochet, les instructions du raglan là, une parenthèse, les instructions de torsade x2, puisque j'ai 2 petites torsades, je finis les instructions du raglan, et là je mets un crochet, et là je mets x4, puisque je répéterai mes torsades partout. Voilà, 4 fois. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, c'est juste que pour moi les crochets, c'est quand il y a d'autres petites répétitions à l'intérieur d'une grande répétition. Voilà. Et juste me suis rendu compte que les x2, x4, parfois ça posait problème. C'est juste qu'il faut répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Enfin, voilà, c'est fois. Il ne s'agit pas de multiplier les choses, c'est juste une indication d'instruction à répéter. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, qui voient pas bien les parenthèses, ou qui voudraient que les choses soient en gras ou en couleur ou machin. Mais juste je peux pas changer le système. Déjà c'est pas moi qui l'ai inventé, donc je suis des règles d'une édition technique, d'une éditrice technique très connue, qui a écrit pas mal de livres sur comment bien écrire les patrons. Donc c'est Kate Atherley, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, c'est le système que j'ai trouvé dans la plupart des patrons. Pour moi, c'est le système qui est le plus... Alors, il y en a d'autres, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, c'est le système que je suis. Et du coup, je peux pas faire n'importe quoi avec. Et donc, il y a certaines règles à respecter. Et tout ça pour dire que là, je peux pas faire ça. De toute façon, à cause de ce système de symétrie, du coup, tout le rang est écrit et ça a l'air un peu long. Puisque je dois diviser toutes les parties. Mais en fait, à tricoter, on n'a pas du tout besoin de lire le patron, puisqu'on voit très bien qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire, c'est pas pareil. Oula. Parce qu'on voit très bien ce qu'on doit faire en tricotant. Et je ferai une petite vidéo pour expliquer comment lire ce motif, même si voilà, c'est vraiment instinctif et c'est super agréable. Je le tricote en laine sport, donc ça, vraiment c'est pas si long que ça, hein. C'est comme des côtes. Faudrait que je me chronomètre, mais pour moi ça se tricote comme des côtes. Et vraiment une fois qu'on a pris le coup de main, c'est super sympa parce que c'est pas... Voilà, c'est un mouvement différent, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un système de mailles croisées, mais c'est super sympa à tricoter, j'adore. Et le rendu est juste super beau. Donc voilà, là je suis sur le corps et donc je le tricote avec la laine de Autumn and Indigo. Donc c'est Claire qui est une teinturière américaine. Je vous montre son petit logo. Qui est une teinturière américaine. Voilà, en fait j'ai vu, elle a tricoté mon pull Ferriga dans ses laines sport. Et moi je cherche plus de laine sport, je veux plus de laine sport, j'adore cet effet ça. Je trouve que c'est juste parfait parce que c'est plus léger que la DK, mais c'est pas aussi long à tricoter que de la fingering. Et je veux plus de laine sport, partout, j'en veux partout.
Donc quand j'ai vu qu'elle avait une base sport, du coup on s'est contacté. Et elle m'a proposé de m'offrir une réduction sur ses laines pour que je tricote ce modèle avec. Donc c'est une collaboration. En fait, elle m'a donné, je vous le dis pour être transparente, elle m'a donné 40%, je crois que c'était, de réduction en tant que designer. J'allais acheter sa laine de toute façon. Donc c'était très sympa de sa part. Et du coup, voilà, on fait une espèce de petite collaboration sur ce gilet. Et donc ça, c'est sa base sport, justement, qui est une base 100% mérino. Laissez-moi vérifier le détail. Hop, 100% mérino. Et donc il y a 321 yards, ça va faire 300 mètres ça. Voilà, il y a environ 300 mètres par 100 grammes. Et c'est une laine qui est assez sympa, qui est une vraie sport pour le coup, qui est vraiment dans l'entre-deux, qui est très rebondie, très ronde, qui a une super belle définition. Vous voyez, c'est juste parfait. Et qui devrait être très intéressante en torsade. Mais du coup, elle a fait du jacquard déjà dans cette base aussi, et ça rend vraiment bien. C'est une laine qui est super wash, mais qui a un toucher quand même. Je sais pas quel processus de super wash c'est, mais je trouve quand même qu'elle a un toucher intéressant. Voilà, elle n'est pas toute lisse et glissante. Je la trouve intéressante. Et donc ça, c'est le coloris Rosewood, donc qui est un vieux rose. Et donc voilà, donc c'est le 4e modèle de ma collection Study in Pink, donc 4 vêtements en vieux rose texturés, complètement nommés d'après Sherlock Holmes, donc qui ont des noms qui commencent par C parce que Conan Doyle, n'est-ce pas? Et voilà, donc voilà ma petite collection. Le closquin que vous trouvez déjà sur Ravelry, les deux en cours de test, et ce petit pull, ce petit gilet-ci que je suis en train de tricoter et que j'espère finir dans pas trop longtemps pour pouvoir lancer le test, puisqu'il devrait sortir en janvier. Donc voilà, je suis toujours sur mon premier écheveau, ce qui m'étonne, mais voilà. Donc ce point mange moins de laine que ce que je pensais en fait, donc c'est bien aussi. Je crois qu'il mange moins de laine que les côtes. Faut que je fasse mes petits tests, voilà, pour mieux vous aider éventuellement une fois que le patron sera en test et sera sorti. Mais voilà, j'adore le tricoter et je vais m'y remettre là, puisque j'ai fait une pause. Du coup je n'ai pas emporté de tricot avec moi à Paris, tout simplement parce que j'avais pas de... J'ai déjà pas mal de chaussettes que je suis en train de tricoter pour Noël, pour des cadeaux, et j'avais pas envie de remonter une paire de chaussettes à avoir sur mes aiguilles en bois pour l'avion et tout ça, et du coup j'ai juste pas pris d'encours tricot. Et puis de toute façon on a crapahuté dans tout Paris de 9h du matin à 21h, et une fois rentré à l'hôtel, c'était juste c'était fini. Donc ça fait 4 jours que je n'ai pas tricoté. Et j'ai très hâte de me remettre sur ce gilet. J'ai un dernier petit recours à vous montrer rapidement. J'avais envie de vous le montrer pour vous demander votre avis en fait. Avant de monter le gilet, j'en avais un peu marre de faire des pulls en vieux rose, admettons-le. J'ai monté une chaussette. J'ai envie de faire encore une fois une mini collection. Alors quand je dis collection, c'est juste que les modèles vont ensemble, hein. Voilà. C'est rien, il n'y a rien de plus que ça. Une espèce de mini collection au printemps de chaussettes texturées. Voilà, j'avais envie. Je sais que les chaussettes, très peu de monde tricote des chaussettes, enfin j'ai l'impression en tout cas que moins de monde tricote des chaussettes avec des points et tout ça, mais moi je trouve ça vraiment sympa et j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Mais voilà, et du coup j'ai fouillé un peu partout, j'ai fait des essais à partir de points trouvés dans des modèles dans des dictionnaires de tricot, des modifications pour que ça aille bien, et j'ai fait une chaussette que moi j'aime beaucoup,
Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que je sais pas si c'est trop chargé ou pas. Bon, bref, voilà. Donc j'ai fait une chaussette, histoire de couper le tricot de pull non-stop. J'ai fait cette chaussette. Donc voilà, vous voyez un petit peu le motif, ce sont des torsades, des petites côtes torses sur les côtés et un petit peu de dentelle au centre. Voilà un petit peu le motif que j'ai refait 50 fois puisque j'étais pas contente de l'alignement des choses et je savais pas trop comment faire les transitions. Donc j'ai bidouillé le motif de départ. Voilà. Et je trouve ça très joli. Et le dos, un petit peu différent. Voilà, juste ça sur le dos de la jambe. Puisque moi j'ai fait les miennes assez courtes puisque je voulais, comme ça va être des chaussettes un peu printanières, peut-être à porter dans des chaussures ouvertes, genre sandales, des choses comme ça. Je voulais pas qu'elles soient trop hautes. Donc ça c'est le dos de la jambe. J'ai fait un talon à renforcer, à gousset avec le motif en quinconce de maille glissée, donc c'est le Eye of Partridge. Voilà. Et voilà à quoi ressemble ma chaussette. Est-ce que c'est joli? Je sais pas. Parce que... Ok, donc pendant que j'étais en train de les tricoter, tout le temps, comme je vous le dis, j'ai refait le truc plusieurs fois. J'ai modifié, j'ai refait, j'ai recommencé plusieurs fois. Alors au départ, je rappelle quand même que j'ai commencé la chaussette à la tricoter pour avoir une pause un petit peu du tricot pull. Je voulais faire un truc un peu rapide entre deux pulls, voilà, pour un petit peu me changer les idées. Et puis j'y ai passé 20 ans parce que j'étais jamais contente de ce que je faisais. Donc j'ai fait, j'ai refait, j'ai défait et tout au long du tricot de la chaussette, je me suis dit, je sais pas si ça me plaît, je sais pas. Je l'ai fini, je l'ai bloqué, je me suis dit ouais c'est joli, ouais, je sais pas, je n'ai pas réussi je n'ai pas eu l'instant. En général quand je finis quelque chose, un de mes modèles, même les modèles des autres en général, quand je finis, j'ai toujours ce petit moment de ah ouais quand même c'est sympa. Et là je l'ai pas eu. Mais du coup ça fait 5 jours que je l'ai pas vu puisque je suis partie sur Paris et là je la regarde et je me dis ah ouais quand même c'est sympa. Mais en décalé. Et du coup je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Indépendamment du fait que vous vouliez la tricoter ou pas. Je sais, voilà, comme je vous dis, je sais que beaucoup de monde n'aime pas tricoter des chaussettes avec des points tout ça. Mais voilà, moi je sais pas, je la trouve jolie quand même. Voilà. Voilà, en fait je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc voilà, c'est de la laine opale. Tout simplement la laine de la chaussette opale, 4ply, donc la plus fine en quelque sorte, dans ce coloris un peu crème beige. Et j'ai plus que 3 pelotes, mais j'ai une pelote bordeaux et je pensais faire un peu un motif plus dentelle, genre un petit motif de dentelle, mais il faut que je fasse des petites expérimentations. Et j'ai un bleu gris et là je pensais faire plus un panneau de torsade. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de faire 3 modèles de chaussettes pour le printemps, genre mars, avril, mai, quelque chose comme ça. Et je me dis que ça pourrait être le premier d'entre eux. C'est joli quand même. Oui, c'est joli. Oui. Voilà. J'aime bien, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien tricher un petit peu. Et quand je fais des modèles de chaussettes, même parfois de pull, avec des motifs, pour aller sur les différentes tailles, le plus pratique c'est d'insérer des sections vides en quelque sorte ou simples qui peuvent être plus ou moins grandes. Et sur les chaussettes c'est très facile parce que là vous voyez sur les côtés, donc là j'ai monté 64 mailles et vous voyez là sur les côtés il y a un petit peu de côte torse simple et pour ajouter 4 mailles par 4 mailles, la différence sera infime. C'est pour ça que j'aime bien aussi créer des modèles de chaussettes parce que c'est très facile à grader. Enfin, très facile. C'est plus facile à grader qu'un pull forcément. Sans
dénaturer le motif. Donc les chaussettes vont plus ou moins toutes se ressembler si on prend la peine de réfléchir à où ajouter les mailles. Par exemple, je pourrais en ajouter 2 ici et une de chaque côté ici, et ça y est, j'ai ma chaussette de plus grande taille. Là, vous voyez, c'est plus facile à faire, je trouve, et on peut vraiment jouer sur les textures sur une petite circonférence. C'est pour ça que j'aime autant créer des chaussettes. Mais voilà mon essai. Si, c'est joli quand même. Du coup, j'ai envie, je la regarde, j'ai envie de faire la deuxième. Ah oui, parce que j'en ai fait qu'une du coup. J'ai envie de faire la deuxième. Je pense qu'une fois que j'aurai fini mon gilet en cours, je ferai la deuxième. Comme ça, j'aurai la première paire prête. Et je pourrai réfléchir éventuellement aux 2 autres. Mais ouais. Donc voilà, je vous la montre pour vous demander un petit peu votre avis. Pas juste sur celle-ci, mais voilà. Est-ce que... je suis curieuse de voir qu'est-ce qui bloque. En fait, qu'est-ce qui vous empêche, ou vous empêcherait éventuellement, de tricoter des chaussettes, soit des chaussettes tout court, ou des chaussettes vraiment avec des motifs, ou des chaussettes que ce soit comme ça, ou en jacquard. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est moins populaire. Voilà, je sais que certaines personnes, c'est une question de praticité, c'est juste qu'elles se voient pas tricoter, elles se voient pas porter forcément ce genre de chaussettes, parce que voilà, la façon dont elles portent leurs chaussettes, elles préfèrent des chaussettes plus simples. Voilà, mais moi j'avoue que je les porte, et qu'en plus au-delà de ça, je trouve l'objet hyper intéressant en tant que tricoteur, parce que comme je vous le dis, c'est une petite circonférence, et on peut vraiment faire des choses plus compliquées que de se lancer tout de suite sur un gros projet, genre un pull ou une écharpe, avec ce genre de motifs. Non pas que ce n'est pas prévu, c'est prévu, de faire des accessoires et des choses, et des tops d'été avec des motifs un petit peu plus compliqués comme ça. Mais je trouve que c'est une expérience sympa à tricoter, parce que voilà, c'est petit, et du coup on peut vraiment faire un truc un peu plus complexe et plus poussé, et voilà, ça permet d'avoir un équilibre. Donc voilà, c'est la petite question de l'épisode, chaussettes très travaillées, oui, non, pourquoi. Je suis curieuse de voir un petit peu le panel d'avis sur ce type de modèle. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du sujet en général. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. En fait, j'ai beaucoup parlé. Hein. J'ai l'impression que je suis un peu allée dans tous les sens. Mais voilà, du coup, pour ce que je voulais vous montrer en tricot. Et donc, je voulais vous parler rapidement de 2 livres de tricot. Donc, le premier, je vais pas forcément m'étaler dessus, mais c'est le livre Tricoter le jacquard en rond, donc de Elong avec Anna. Bon, voilà, et tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vu, machin. Mais juste, je voulais vraiment revenir dessus parce que je l'ai dit sur Instagram, mais j'en avais pas parlé sur le podcast, mais je suis vraiment très impressionnée et absolument ravie que ce livre existe. Et je vous le dis très clairement, maintenant quand vous allez me poser des questions sur le jacquard, il y a des chances que je vous dise juste lisez le livre d'Anna et puis c'est tout. Parce qu'il y a tout, absolument tout. Évidemment les étapes de débutant, vraiment comment faire, le principe du jacquard, des astuces, il y a des pas à pas, j'essaie de trouver pour lire les diagrammes notamment, pour choisir ses couleurs, pour faire l'échantillon en rond. À chaque fois vous avez des pas à pas avec des photos qui sont très sympas. Donc il y a vraiment le B à bas, mais il y a aussi des choses, et c'est là que j'ai été impressionnée, c'est qu'il y a vraiment tout. Tout ce à quoi j'ai acheté le livre, je l'ai commandé, je l'ai reçu, et vraiment j'y suis allée en mode ok, est-ce qu'il y a ça. J'ai cherché
vraiment les choses les plus poussées que je connaisse, et me dire est-ce que éventuellement ça y est dedans. Et à chaque fois c'était oui, 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 oui. Et même il y a des choses qui me seraient jamais venues à l'esprit d'inclure dans un tel livre. Donc il y a le stick évidemment, ça c'est une chose sur laquelle je m'attendais, les techniques de finition. Mais il y a des choses que j'ai été très très surprise de trouver et absolument ravie. Par exemple, il y a un petit chapitre sur l'intarsia, et notamment sur l'intarsia en rond, qui est une technique qui est vraiment assez poussée parce que c'est pas... Enfin, faut faire des petites manigances, quoi. Pour le faire, il y a plusieurs manières de le faire. Elle donne la technique en rond raccourci qui est super accessible, c'est super bien expliqué. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment... voilà, vous avez des tutos à chaque fois. Donc là, c'est pour... Bah, c'est précisément pour l'intarsia, voilà, à plat. Et donc vous avez ensuite la version en rond. Et j'ai été extrêmement surprise de trouver des choses comme ça. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a tout dedans. Si vous êtes débutant, c'est parfait parce que vraiment ça va tout vous expliquer. Tout est bon, tout est juste, tout est accessible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a... voilà, je pense que vous... si vous regardez ce podcast, vous me connaissez. J'aime bien parler voilà, des matières et des laines et de l'importance de bien choisir sa laine, pas de choisir une laine chère ou de choisir la seule laine absolument qui fonctionne pour cette technique, mais justement de savoir le plus de choses possible sur sa laine pour pouvoir prendre en compte ses connaissances sur son tricot. Et donc par exemple au niveau du jacquard, voilà, Anna a je pense le même sentiment que moi et elle explique très bien que oui, les laines rustiques non superwash cardées c'est le mieux parce que c'est le plus facile et c'est le plus traditionnel et c'est ce qui donne un rendu comme ça, comme ça, comme ça. Mais il est aussi tout à fait possible de pas du tout faire ça et de prendre des laines super wash, peignées, super souples, super lisses. Et ça marche aussi. Et l'idée c'est juste de savoir comment se comporte telle ou telle matière pour pouvoir l'utiliser comme on veut, en dépit de règles, de tout ça. Et donc c'est le sentiment que donne Anna dans ses conseils au niveau notamment des laines, au niveau des techniques et tout ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien parce que voilà, c'est un livre qui vous explique tout et qui vous prend par la main, mais qui en même temps vous fait bien comprendre que c'est à vous de... comment dire, qui vous laisse la liberté d'évoluer, qui vous dit pas que les choses sont comme ça et pas autrement, et si vous faites pas comme ça, vous êtes c'est pas bien, vous êtes nul, c'est une erreur. Non, ça vous fait bien comprendre qu'il n'y a pas d'erreur et que les choses fonctionnent d'une certaine façon, comme je le dis souvent, ça fonctionne comme ça, mais tant que vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous faites, et donc vous avez ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est l'idée de ce livre, c'est de vous donner les clés pour vous permettre de faire les choses correctement, étant comme vous avez envie que ce soit, pour obtenir le résultat que vous voulez. Et en même temps, ça va loin, ça va très loin, il y a des techniques plus avancées, et c'est très 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 sympa. Et je suis très contente que cette ressource existe du coup. Et voilà, donc j'ai déjà dit à Anna, mais vraiment bravo. Et si jamais vous vivez dans une grotte et que vous ne l'avez pas, je vous conseille de le prendre ou d'y jeter un œil si vous le voyez dans une librairie ou dans une de vos boutiques de laine. Parce que vraiment, il y a tout simplement. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, c'est tout. Voilà, il y a évidemment des petits modèles aussi, du coup des modèles créés par Anna qui correspondent bien à son univers, donc si vous aimez ses patrons, vous allez être servi. Il y a ce pull là forcément qui est très sympa. Voilà des modèles. Je trouve qu'Anna elle est très douée pour faire des modèles qui sont traditionnels dans le sens où voilà elle fait pas mal de modèles très délicats, très mignons. Et en même temps, c'est quand même moderne. Voilà, je trouve ça
très sympa sur le travail d'Anna. Et voilà, son livre est le reflet de ça, et je vous le conseille vraiment 1000 fois. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le nouveau recueil de Patron de Marie Walline. Donc si vous regardez mes podcasts depuis un moment, vous savez que j'aime énormément le travail de Marie Walline. J'ai beaucoup de ses livres de Patron. Donc Marie Walline, qui est une créatrice très douée en jacquard ferraille traditionnel, mais aussi en tricot texturé, de petits torsades, de dentelle et en crochet aussi. Elle fait des modèles de crochet. Donc là c'est Meadow qui est sa nouvelle collection Patron. J'aime beaucoup les patrons qu'il y a dedans. Comme d'habitude, voilà, c'est des patrons assez intenses. Il y en a quelques-uns qui sont plus simples. Quand vous commandez les livres de Marie Walline, vous recevez une version PDF. Ce qui est plutôt agréable quand on voit des diagrammes comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez zoomer. Mais à chaque fois, Marie Walline donne toutes les indications sur la tension, sur le stick, quand il y a des sticks. Est-ce qu'il y a des sticks là? Je crois qu'il n'y a même pas de sticks dans cette collection. Sur comment choisir sa taille. Ces modèles sont plus simples. Dans cette collection-là, les modèles sont plus simples, j'ai l'impression, que les autres. Alors j'essaie de sauvegarder mes modèles favoris. Voilà. Je vais juste vous montrer 3 de mes modèles, les modèles que je préfère. Donc vous avez le modèle de la couverture qui est une tunique. En fait, j'adore les jacquards, le motif sur ce modèle. Mais chez moi les tuniques c'est non. Donc je sais pas trop. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il serait facile à modifier quand même, à couper genre là, après la bande là. Bref, je trouve vraiment les motifs, ça fait un peu art déco, enfin c'est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, mon deuxième, ça c'est la tunique, pardon, je vous donne les noms, c'est mieux, Nigella. Ensuite, le modèle que vraiment je préfère, c'est le pull Cowslip, qui est un pull traditionnel, plus traditionnel, vraiment jacquard, 20 000 couleurs, absolument sublime. Ouais, je trouve très beau. Et vous voyez, il y a une forme plutôt simple. Là, c'est des manches montées, mais il me semble que c'est des manches montées. Je vois une couture. Peut-être que je rêve. Mais bref. On n'est pas sur... Il y a dans certains autres livres de Marie Walline, voilà, il y a forcément des sticks partout. Là, il y a peut-être un stick pour les emmanchures. Mais voilà, il y a des embellissements, des choses à faire qui compliquent un petit peu plus la chose. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la forme, on est sur quelque chose de très simple et plutôt moderne. Et enfin, mon troisième modèle préféré, c'est Mallow. C'est ce pull avec ce motif de dentelle que je trouve vraiment très sympa, qui a l'air hyper confortable et plutôt simple à tricoter aussi. Parce que quand on regarde le diagramme, c'est une répétition courte, mais voilà, je le trouve super joli. Et alors, je ne me suis pas trop pensée sur la question, mais de ce que j'ai compris, une partie des ventes de ce livre, oui voilà, une partie des ventes de ce livre, je crois que c'est une livre, revient à un fonds, bref, sera reversé en fait pour que les îles Shetland aient un scanner, j'ai oublié, un scanner IRM, voilà, c'est juste l'inverse en français, un IRM en fait, puisqu'ils n'en ont pas pour le moment et c'est pas forcément très pratique. Pour les personnes qui habitent sur Shetland, de devoir se déplacer jusqu'en Écosse, non pas continentale, banane. Enfin, vous avez compris quoi. Les îles Shetland, ce sont encore plus des îles que l'île que l'île britannique elle-même. Mais bref, ils n'ont pas de scanner IRM et c'est un peu pénible. Et voilà, des ventes de ce livre va pour aider cette cause.
Donc là, si je lis rapidement, chaque année, 600 personnes du Shetland doivent être envoyées pour faire des diagnosis et des scans IRM au Royaume-Uni, donc soit en Écosse, soit en Angleterre, vraiment. Et c'est pénible. Donc ils doivent y aller la nuit ou en avion, et ce qui est pas forcément terrible quand on est malade, tout simplement. Voilà, donc c'est une cause qui est intéressante, je trouve. On pense pas forcément que qu'une île qui est source de tellement d'imagination féerique et tout ça, on n'y pense pas forcément, mais la vie vraiment sur cette île doit pas forcément être très évidente. Donc voilà, ça peut être intéressant si c'est une cause que vous avez envie de soutenir. Donc c'est un bonus. Mais voilà, petite collection que j'aime beaucoup et que je voulais vous montrer. Et on arrive encore une fois à un épisode qui fait 1 heure. Voilà, mais j'ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous retrouverai début novembre. Oui, je vous retrouverai début novembre pour un nouvel épisode avec de nouvelles choses à vous montrer. Et voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez la pluie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très vite. Salut!